Chers abonnés, bonjour. Nous revoilà avec la deuxième partie relative au cours euh, intitulé Inhibiteurs de l'activité cholinestérasique en parlant des insecticides organophosphorés et des insecticides carbamates. Donc, la fois précédente, nous nous sommes arrêtés au diagnostic et la surveillance d'une intoxication aux inhibiteurs de l'activité cholinestérasique. Donc, il faut se rappeler que l'inhibition des cholinéstérases plasmatiques et globulaires n'a aucune traduction clinique. En revanche, elle permet le diagnostic positif des intoxications aiguës et la surveillance biométrologique des travailleurs exposés. Donc, comment traiter les intoxications aux inhibiteurs de l'activité cholinestérasique? Dans ce traitement, il imbrique trois sous-catégories de traitement, à savoir le symptomatique, l'évacuateur et le spécifique. Alors, nous commençons avec le traitement symptomatique. Il faut savoir que le traitement symptomatique est primordial et doit être instauré le plus tôt possible afin de préserver les fonctions vitales. Le traitement symptomatique est essentiellement respiratoire et repose sur les différentes mesures de libération des voies aériennes et d'oxygénothérapie qui peuvent aller jusqu'à l'intubation et la ventilation du patient. Donc, rappelez-vous, nous avons vu que parmi la clinique étaient les complications respiratoires dues à ce type d'intoxication. En cas de défaillance hémodynamique, due dans la plupart des cas à une vasoplégie, un remplissage vasculaire de sérum salé toutes les 15 à 20 minutes est recommandé. Donc là, on voit qu'il y a deux points essentiels, le traitement symptomatique en relation avec la fonction respiratoire et les perturbations hémodynamiques en faisant un remplissage vasculaire. N'oublions pas qu'il peut arriver où des cas vont présenter des troubles cardiaques, notamment donc la survenue de troubles du rythme et de conduction résistants au traitement classique. Et dans ce cas-là, ça nécessitera le recours au sulfate de magnésium qui a prouvé son efficacité. Aussi, nous parlons du traitement évacuateur qu'il faut préconiser et instaurer avec beaucoup de précautions en prenant en compte les contre-indications comme par exemple chez la personne comateuse, le lavage gastrique il doit être fait dans l'heure qui suit. Le charbon activé s'est révélé non efficace. Et pour le lavage gastrique, il faut faire très attention lorsqu'on a des formulations liquides, notamment les formulations dans les produits hydrocarbures, les solvants, les adjuvants hydrocarbures. Là, il faut éviter la pneumopathie d'inhalation, donc il faut protéger les voies aériennes supérieures, surtout si la personne est inconsciente. Nous passons au traitement spécifique. Alors, il faut savoir que le traitement spécifique comporte un traitement anticholinergique qui est le sulfate d'atropine et un traitement régénérateur des cholinéstérases qui est les oxymes. C'est la famille des oxymes. Ici, nous allons plutôt parler du méthylsulfate de pralidoxime. Nous allons essayer de détailler l'intérêt et les particularités de chacun de ces deux traitements qui restent quand même complémentaires. L'atropine, donc, est un véritable antidote des intoxications aux organophosphorés. En effet, elle agit en quelques minutes au niveau des récepteurs muscariniques et cholinergiques dans le but d'améliorer la fonction respiratoire et de diminuer le syndrome cholinergique. D'ailleurs, on dit souvent que l'atropine, elle est préconisée, elle est recommandée dès qu'on voit les troubles respiratoires. Quant au pralidoxime, c'est un régénérateur de l'enzyme, comme nous venons de le dire. Donc, il va régénérer l'acétylcholinestérase au niveau des plaques terminales musculaires motrices, où l'atropine ne pourra pas agir, mais également au niveau du système nerveux périphérique. Alors, il faut savoir que l'action de l'atropine a réactivé l'enzyme, plutôt le pralidoxime. Donc, son action consiste à réactiver l'enzyme par hydrolyse donc, du produit organophosphoré durant les premières 24 heures. L'acétylcholinestérase phosphorylée est inactivée par l'organophosphoré et donc elle va être libérée. Par contre, il faut savoir que le pralidoxime
doit être utilisé précocement avant le vieillissement de l'enzyme qui va survenir dans certains cas et pour certains produits en quelques minutes, et ceci pour compléter donc le traitement par l'atropine car il se lie de façon passagère lui-même au cholinestérase. Donc on profite de cette propriété pour régénérer l'enzyme. Toujours par rapport au traitement spécifique et en parlant du pralidoxime, comme nous venons de le souligner, c'est un antidote spécifique utilisé dans le traitement en cas de dépression respiratoire et fatigabilité musculaire. Cependant, selon la littérature, dans certains cas, ce traitement semble être peu efficace. Dans le cas, par exemple, des organophosphorés à groupement diméthyle, c'est le cas du paraoxyméthyle et du malathion. Dans le cas des organophosphorés, donc intoxication par organophosphorés soufrés, donc les thiophosphates ou thionophosphates. Aussi, si on a une réinhibition rapide de l'enzyme réactivée ou en cas d'absence, bien évidemment, d'une affinité pour le complexe organophosphoré acétylcholine estérase. Alors, nous continuons avec le diagnostic d'une intoxication aiguë aux organophosphorés. Et donc, il faut savoir que l'activité cholestérasique érythrocytaire et ou sérique offre un outil de diagnostic de cette intoxication aiguë. Pourquoi? Parce que l'activité sérique redevient normale plus rapidement que l'activité globulaire en raison de la synthèse hépatique de l'enzyme correspondante qui met environ un mois. Donc, ça va nous orienter par rapport à cette inhibition. Sachant que l'activité cholinestérasique globulaire, elle va se régénérer classiquement au rythme de 1% par jour, ce qui est un rythme donc physiologique et normal. Et en tenant compte de la variabilité interindividuelle et intra-individuelle, on considère qu'un résultat est significativement abaissé ou réduit si on a une diminution de moins de 15% de l'activité cholestérasique ou de moins de 20% de la butyrylcholinestérase, c'est-à-dire la pseudocholinestérase, par rapport à une valeur témoin chez un sujet non exposé depuis au moins un mois. Donc ça, c'est important. Dans le cas des urgences toxicologiques, il n'est pas souvent évident de garder cette règle. Pourquoi? Parce qu'on a pratiquement pas de valeur témoin. Donc ceci s'applique surtout en milieu professionnel dans le cadre de la biométrologie des travailleurs exposés. Alors, nous passons à l'analyse toxicologique de ces biomarqueurs. Comme donc ça a été déjà dit et expliqué, l'acétylcholine estérase globulaire, c'est un bon et très bon biomarqueur. Pourquoi? Elle aide à confirmer l'intoxication, qu'elle soit aiguë ou chronique par un pesticide organophosphoré, parce qu'elle reflète fidèlement le degré d'imprégnation de cette inhibition par les organophosphorés. Tandis que l'activité cholestérasique sérique, elle va servir de témoin d'une intoxication aux insecticides organophosphorés dans le cadre d'un suivi biologique des travailleurs exposés ou en cas d'intoxication aiguë accidentelle suspectée. En cas par contre d'une intoxication au carbamate, l'acétylcholinestérasique reste inutile puisque la liaison elle est rapidement réversible et souvent on a une régénération rapide. Donc d'ailleurs lorsqu'on ne connaît pas le produit inhibiteur de l'activité cholestérasique à l'origine d'une intoxication, on peut se permettre de faire donc un dosage de l'activité cholestérasique sérique à deux temps différents, par exemple espacés de 4 à 6 heures. Si on a encore une diminution, on peut suspecter
suspecter une organophosphorée, c'est-à-dire que la deuxième activité cholestérasique, elle reste abaissée par rapport à la première. Donc, on a une diminution continue de cette activité enzymatique. Là, on peut suspecter une intoxication par un organophosphoré. Dans le cas contraire, où on a une augmentation de cette activité cholestérasique suite à un premier dosage, là, on peut être tranquille pour peut-être supposer une intoxication au carbamate qui est généralement bénigne. Elle est utile également pour évaluer toute atteinte hépatique grave. Nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail de ce dosage, de ce biomarqueur, le dosage de l'acétylcholinésterasique. Donc là, on voit un intervalle. Donc les intervalles peuvent changer selon le constructeur de la méthode. Dans ce cas-là, donc on parle de 5,14 jusqu'à 8,94 unités internationales par millilitre de globules rouges. Là, il s'agit du dosage de la cholinestérase vraie, donc globulaire. Euh, Lorsqu'il s'agit de la pseudocholinestérase, c'est-à-dire la butyrylcholinestérase, bien évidemment l'intervalle ou la norme de référence va changer. Ça peut varier de 5320 jusqu'à 12920. D'ailleurs là, cette étendue de cet intervalle nous donne une idée sur la variabilité interindividuelle et intra-individuelle en unité internationale par litre. Ceci va concerner les enfants, les hommes et les femmes dont l'âge dépasse les 40 ans. Je répète, ceci peut être aussi spécifique selon la méthode utilisée, selon les propositions du constructeur. Pourquoi? Parce que pour certaines méthodes, on peut même proposer des intervalles différents entre la catégorie enfant, hommes et femmes. Donc là, vous voyez que c'est pratiquement le même intervalle pour les trois catégories. Cependant, on peut distinguer deux autres catégories par rapport à cette pseudocholinestérase où l'intervalle va changer lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte ou sous contraception orale ou lorsqu'il s'agit d'une femme dont l'âge est inférieur à 40 ans, variant de 16 à 39 ans, sans bien sûr un état de grossesse ou de contraception orale. Donc regardez que l'intervalle peut être influencé par l'âge et le sexe. La butyrylcholinestérase donc connaît aussi des variations qui peuvent atteindre 20%. Elles ont été décrites chez un même sujet en dehors de toute pathologie. Et donc là, on voit la complexité de l'interprétation du dosage d'une cholinestérase sérique par rapport à la globulaire. Des manifestations toxiques sont observées d'ordre grave dès que l'activité cholestérasique érythrocytaire, ça c'est la globulaire, soit diminuée de plus de 50% par rapport à la normale. Je répète que ce sont des constatations qui ont été faites par rapport à une valeur témoin. Donc ceci s'applique plus sur les travailleurs exposés. J'ai fini avec cette deuxième partie de l'activité cholinestérasique. Donc, chers abonnés, chers étudiants, restez connectés avec ma chaîne YouTube, Radia Zamoum, pour avoir plus d'actualité par rapport aux thématiques relatives à la toxicologie. Donc, likez, abonnez-vous et vous allez retrouver le lien de la première partie de cette vidéo dans la boîte de description et je vous remercie.